la question centrale, c'est quels sont les facteurs qui expliquent la montée de l'indépendantisme, puisque le conflit repose essentiellement sur des velléités d'indépendance qui sont en même temps révélateurs de la crise de l'État espagnol. Alors, s'agissant des facteurs qui peuvent expliquer cette situation, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et ils sont situés un peu dans le temps. Donc, sans remonter trop dans l'histoire de la Catalogne, je me bornerai d'abord à faire une première remarque. Lorsque vous sommez les résultats obtenus par les partis indépendantistes qui sont présentés aux élections régionales de 2015, ERC et PDTAT, plus la TOUP, candidature d'unité populaire, vous obtenez 48%. Et les autres partis, un ensemble hétéroclite, ont obtenu ensemble 52%. Depuis 1999, il y a eu 6 élections. On a le même résultat depuis 1999, c'est-à-dire que les 48-52 sont stables. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la montée de l'indépendantisme, on le voit assez nettement après 2010, c'est-à-dire après l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a annulé 14 articles sur 223 du statut d'autonomie de 2006 qui avait été proposé par le gouvernement Zapatero, voté par les Cortes et également soumis à un référendum en Catalogne. Là, une remarque, il aurait été préférable de vérifier la constitutionnalité avant de le soumettre au référendum du peuple catalan. Ça, c'est le premier point. Alors, l'annulation de ces articles touche 3 domaines emblématiques. Le premier, c'était la reconnaissance de la notion de nation. La Cour a considéré que c'était sans fondement juridique. Alors, effectivement, quand on se base sur la constitution espagnole, il y a une nation, c'est la nation espagnole. Sinon, après, vous avez des nationalités historiques, la Catalogne, le Pays Basque, la Galice. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le niveau de transfert net de ressources fiscales de la Catalogne vers l'État espagnol, ce qu'on appelle généralement le déficit fiscal, qui, pour l'année 2016, est de l'ordre de 10 milliards, calculé selon la méthode coût-bénéfice. Parce que selon que vous utilisez telle ou telle méthode, vous n'avez pas le même chiffre. Mais là, je retiens la méthode qui est utilisée par le ministère des Finances espagnol. Ça fait 5% du PIB. Alors, selon la méthode des flux monétaires, ça fait 7%. Ce qui est important, c'est que ce déficit fiscal a été considéré comme inacceptable après, en fait, la crise économique de 2008. Parce que celle-ci s'est traduite au niveau de la Catalogne par des coûts budgétaires, touchant notamment le social, l'administration, les investissements. Et cet élément a été également exploité dans le cadre des élections de 2012. Alors ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, si je utilise une formule un peu folle, je dirais que le meilleur allié des indépendantistes, c'est M. Rajoy. Parce que depuis 2010, il a mené une politique d'immobilisme, donc trop d'immobilisme pendant quasiment 7 ans, et depuis septembre 2017, je dirais trop d'autoritarisme. Et on en arrive maintenant avec effectivement l'éventualité probable de la mise en œuvre de l'article 155 de la Constitution, autrement dit la mise sous tutelle et contrôle politique de l'autonomie catalane. Alors ça, c'est un facteur important politique. Un autre facteur qui n'est pas souvent cité, mais il faut prendre en compte, c'est le renouvellement des générations de dirigeants
politiques qui sont plus indépendantistes que les précédents. Et enfin, j'ajoute un dernier facteur dont il faudrait documenter, mais quand même qui a un rôle, c'est celui de la scolarisation et la poursuite d'études en catalan, et l'appropriation par un certain nombre d'étudiants, d'élèves et d'étudiants, en ce qui concerne l'histoire de la Catalogne, un récit historiciste. Autrement dit, il y a un point de départ, et le point d'arrivée, c'est inévitablement la plénitude nationale. Voilà, donc je dirais que ce sont les principaux facteurs qui peuvent expliquer la montée de l'indépendantisme qui est au cœur du conflit actuel. La Catalogne fait partie des 17 communautés autonomes d'Espagne, et tout ce qui se passe en Catalogne a un effet sur ce qu'on appelle la géopolitique de l'Espagne, c'est-à-dire non seulement la compétition bien connue entre le gouvernement catalan et le gouvernement central, mais aussi la compétition qui s'ajoute à la première entre gouvernements de communautés autonomes. Et c'est une compétition qui a lieu pratiquement depuis l'approbation par référendum de la Constitution espagnole de 1978, puisque cette Constitution reconnaissait 3 nationalités, à savoir la Catalogne, le Pays basque et la Galice, et les autres territoires étaient identifiés par la Constitution comme régions. Cette Constitution de 1978 a rendu possible l'accession rapide de ces 3 nationalités à un statut d'autonomie, et la Catalogne l'a eu en premier en 1979, tout comme elle l'avait eu en premier sous la Seconde République espagnole en 1932. Dans les années qui ont suivi, bien évidemment, le Pays basque et la Galice ont rapidement obtenu leur statut d'autonomie, et surtout, à l'issue d'un référendum initié par l'Andalousie, le régime d'autonomie a été étendu à toutes les régions d'Espagne, ce que les dirigeants catalans n'ont jamais réellement accepté. Et le statut d'autonomie catalan, dans sa formule de 2006, a fait l'objet, c'est bien connu, d'un recours devant le tribunal constitutionnel du Parti populaire, certes au niveau national, mais aussi d'autres communautés autonomes, qu'elles soient gouvernées par le Parti populaire, mais aussi par le PSOE. Et par la suite, on a compris qu'à chaque fois que la Catalogne obtenait une compétence, obtenait un geste du gouvernement central, 2, 3, 4 autres communautés autonomes demandaient un geste équivalent en leur faveur, même si il y a très peu de mouvements indépendantistes en Espagne. Il y a le mouvement indépendantiste catalan, qui n'a jamais été aussi connu, mais aussi le mouvement indépendantiste basque, qui n'a pas disparu, et le mouvement indépendantiste galicien, qui est moins puissant. Mais néanmoins, cette compétition entre communautés autonomes, elle est vive. Alors, quel est l'impact du projet indépendantiste catalan dans ce contexte de la géopolitique espagnole ? Tout d'abord, la revendication d'indépendance de la Catalogne n'est pas refusée que par les communautés autonomes où le Parti populaire gouverne. Elle suscite des réactions très vives dans d'autres communautés autonomes, au premier rang desquelles l'Andalousie, qui est la communauté autonome la plus peuplée d'Espagne, celle qui par conséquent envoie le plus de députés au Congrès de Madrid, qui est gouvernée par le PSOE, et qui est vent debout contre l'indépendantisme catalan. Donc, si on ajoute les communautés autonomes gouvernées par le PP et celles gouvernées par le PSOE, on obtient un nombre important de communautés autonomes qui sont contre ce projet. En revanche, les indépendantistes basques, et dans une moindre mesure les Galiciens, soutiennent le référendum catalan et ne manqueront pas, si jamais la Catalogne obtient de Madrid l'autorisation de faire un référendum contraignant, elles vont évidemment
demandaient la même chose, à commencer par le Pays basque, qui a officiellement demandé ce référendum d'autodétermination avant que ce soit réellement le cas en Catalogne. Il y a maintenant un autre acteur, la troisième force politique d'Espagne, qui est Podemos. Et quand je dis Podemos qui est un parti national, mais aussi tous ses relais régionaux. Et c'est un acteur important parce qu'officiellement, ils sont pour le référendum en Catalogne, pour qu'il soit contraignant et pour que donc, si le oui l'emporte, l'indépendance puisse avoir lieu. Mais les relais locaux de Podemos, comme le parti d'Ada Colau, la maire de Barcelone, va un peu plus loin, puisque ce sont des coalitions où on compte des indépendantistes catalans, et même chose au Pays basque. Alors, en ce qui concerne l'Europe et les indépendantismes, et plus particulièrement l'indépendantisme catalan, je dirais d'une part une très grande prudence, deuxièmement une constance dans la position. Autrement dit, c'est une affaire intérieure de l'Espagne. Et je pense que les indépendantistes se sont peut-être trompés parce qu'ils ont beaucoup misé sur le soutien de l'Europe, parce que les indépendantistes sont européistes, sauf la TOUP, mais les autres partis, les principaux partis, sont européistes. Et donc, vous avez des indépendantistes européistes qui n'ont pas reçu le soutien de l'Europe, et d'aucun des chefs d'État de l'Union européenne, ce qui arrive à poser la question, est-ce que l'indépendantisme est le vrai danger pour l'Europe? Et là, je pense que la réponse doit être nuancée, parce qu'en réalité, le danger le plus important pour l'Europe, c'est la montée des partis eurosceptiques, populistes, eurosceptiques, qui peuvent mettre en danger plus gravement l'Europe que les indépendantismes. Alors, effectivement, l'indépendantisme revendique la reconnaissance de nations et puis ensuite d'État, parce qu'on est toujours sur un modèle d'État. Alors, l'Europe est prudente parce que le risque principal, c'est la fragmentation de l'Europe, et je dirais que le modèle européen peut-être doit-il être repensé sous forme d'Europe des régions, d'une part, et d'autre part, je pense que l'État-nation doit également être repensé, parce que la montée de l'indépendantisme, c'est un mouvement social. Et c'est une forme d'expression, de revendication qu'on peut retrouver dans d'autres pays européens, mais qui ne prennent pas la forme d'indépendantisme, parce que ce n'est pas le contexte. Mais c'est une revendication populaire.